fil de la transition, la tribune qui décortique l'évolution de la transition guinéenne, version CNRD. Acteurs politiques, de la société civile, spécialistes, consultants, hommes de droit se livrent sur la conduite de la transition ouverte en Guinée le 5 septembre 2021. Ibrahima Lincoln Souma. Bonsoir et merci de nous rester fidèles sur FUM FM. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire au fil de la transition. Tous les dimanches, nous sommes ensemble pour discuter l'actualité. Les événements survenus à la maison centrale de Conakry la semaine dernière pourraient-ils changer la conduite du procès du 28 septembre qui se déroule au tribunal correctionnel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry? C'est la grande interrogation sur les lèvres de beaucoup de citoyens. Alors, PV Wanted, le passage des témoins qui devrait commencer le lundi 13 novembre, tient-il toujours la route? Autant de questions qu'on posera à nos invités ici présents et au téléphone. Ils sont entre autres M. André Camara, analyste, M. Pépé Francis Abba, président de l'UGDD, M. Ali Suleiman Camara, il est aussi analyste, Karamo Nabé du RPG Arc-en-Ciel Europe, Alpha Friabari du FNDC États-Unis, mise en onde, et je crois que c'est Yari de ce côté si je me trompe, streaming Ibrahim Massila, c'est parti pour ce numéro. FIM FM, au fil de la transition. Au fil de la transition, la tribune qui décortique l'évolution de la transition guinéenne, version CNRD. Acteurs politiques, de la société civile, spécialistes, consultants, hommes de droit se livrent sur la conduite de la transition ouverte en Guinée le 5 septembre 2021. Ibrahima Lincoln Souma. Monsieur André Camara, bonsoir, bienvenue. C'est un plaisir face au micro. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce studio. Merci, c'est partagé. Et vous êtes juriste, analyste aussi politique. Merci d'être venu. Monsieur Pépé Francis Abba, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Monsieur le président de l'UGDD. Tout à fait. C'est un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Monsieur André Camara, bonsoir. Salut Souman Camara, bonsoir. D'accord. Bienvenue aussi, vous êtes analyste. On va faire avec dans cette émission ce soir. Inch'Allah. Alors, nous avons en ligne l'autre côté, Monsieur Karamo Nabé, RPG Arc-en-Ciel Europe. Bonsoir Nabé. Je crois qu'il va revenir. Il a aussi... Nabé, bonsoir Nabé. Karamo Nabé, bonsoir. D'accord, on l'aura en tout cas au fur et à mesure. On va passer rapidement à l'actualité du jour. Voilà, des petits soucis techniques qu'on va juste corriger. Alors, en entrée, 3 mois après... Au fil de la transition, la tribune qui décortique l'évolution de la transition guinéenne, version CNRD. Acteurs politiques, de la société civile, spécialistes, consultants, hommes de droit se livrent sur la conduite de la transition ouverte en Guinée le 5 septembre 2021. Ibrahima Lincoln Souma. Après 3 mois de négociations et le dépôt du préavis de grève générale, le gouvernement s'est enfin un tout petit peu bougé sur les revendications du mouvement syndical guinéen. En lieu et place de 20%, 10 autres pourcents sont obtenus au forceps tardivement de la nuit de mercredi à jeudi, ce qui fait désormais 30% proposition gouvernementale contre 90% revendiqués par le syndicat des travailleurs. Le syndicat va-t-il continuer sa pression sur le gouvernement? C'est la question qu'on va poser ici à nos invités et je me tourne vers Monsieur André Camara, juriste, pour cette question. Vous avez suivi, en tout cas pendant ces 3 derniers mois, les négociations entre les syndicats des travailleurs et aussi le gouvernement. Et finalement, après le dépôt de préavis de grève, le gouvernement a jugé nécessaire de rencontrer cette fois-ci toutes les têtes penchantes de ce mouvement, du mouvement syndical, j'y parviens. Et pif, on obtient 10% sur les 20, ça fait 30%. Ce qui est sûr, il n'y a pas encore l'accord du syndicat qui va rendre compte à la base au cours d'une assemblée générale. Pensez-vous que la pression va continuer ou l'effort fourni va être quand même accepté par la base, je veux dire, des travailleurs? Mais c'est d'ailleurs de l'essence même des syndicalistes de prendre tout ce qu'on leur donne, mais de continuer toujours la pression pour obtenir le maximum.
Donc je ne crois pas du tout que 10% en plus pour en faire 30%. Approchez un peu le micro, monsieur André. Pour en faire 30% vont calmer leurs ardeurs. Bien au contraire. L'appétit vient en mangeant. Ça va aiguiser les appétits. Voilà, bien sûr. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Mais ça se passe comme ça dans le monde syndical. Dans les techniques de négociation, c'est exactement comme ça que ça se passe. Vous prenez ce que vous avez, mais vous continuez toujours. Oui, mais M. André Camara, à un moment donné, les représentants du gouvernement avaient dit qu'ils ne pourraient plus proposer quoi que ce soit en dépit des 20%. Comment comprendre qu'avec la pression de la base et du syndicat, qu'on arrive à accepter ou à revenir autour de la table afin d'accepter une nouvelle augmentation? Est-ce que ce n'est pas peut-être ouvrir la brèche aux syndicalistes qui vont en tout cas mettre plus de pression? Écoutez, dans tous les cas, les Sénégalais sont dans leur rôle. Qu'ils aient accepté, qu'ils n'aient pas accepté, je pense qu'ils auraient continué toujours à revendiquer, à demander un peu plus. Ça, c'est clair. Donc, je ne vois pas que, à mon avis, qu'il ait accepté ou pas, ça n'aurait pas changé la position des syndicalistes. Tant qu'ils n'auront pas obtenu ce qu'ils veulent, ou en tout cas se rapprocher au maximum de ce qu'ils veulent, ça m'étonnerait qu'ils arrêtent l'étreinte. Elle va continuer. En tout cas, pour le moment, dans les coulisses, on parle de 50% au moins d'obtenus pour pouvoir mettre la balle à terre en attendant, en tout cas, d'appeler cette assemblée générale. Le gouvernement est dans une situation extrêmement compliquée aussi qu'il faut comprendre. Comment ça, M. André? Il y a beaucoup de difficultés. Quand vous voyez le milieu ambiant, l'environnement dans lequel se situe aujourd'hui le pays, est-ce que c'est de leur intérêt de... C'est pas le gouvernement qui l'a dit. Qui a dit quoi? Et que la situation ne permet pas d'augmenter. À un moment donné, on nous apprenait que tout va très bien. Le gouvernement l'a dit. Mais j'explique la position du gouvernement. Oui, non, effectivement, c'est pour échanger. Oui, c'est pour échanger. C'est pourquoi je dis que les représentants du gouvernement n'ont pas dit que l'augmentation est impossible. Bon, moi, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que la Guinée est dans une situation aujourd'hui qu'il vaudrait mieux ne pas créer un autre foyer de tension ou de contradiction. Je pense que les syndicats aujourd'hui peuvent être de grands perturbateurs quand même. Ah voilà, donc je comprends très bien, c'est une sorte d'alerte donnée en tout cas aux autorités du pays. On me fait comprendre que Karamo Nabé est en ligne. Bonsoir Nabé. Karamo Nabé, bonsoir. Très malheureusement, ça ne fait pas encore. Alors, Monsieur Francis Pépé Haba, je rappelle que vous êtes le président de l'UGDD. Comment vous observez, en tout cas, ces différents rounds de négociations entre le gouvernement et le mouvement syndical? Alors, comme on le sait, les revendications syndicales pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, c'est inhérent à l'activité de gestion de la chose publique. C'est même aussi inhérent, ça va avec la gestion des sociétés. Mais je pense qu'il faut tout simplement faire attention à une chose. Voilà. Il est vrai que le syndicat doit tout faire pour que les travailleurs se sentent à l'aise. Mais il est aussi vrai que le syndicat doit aussi défendre le travail. Cela veut dire que même si le syndicat a demandé 90%. Si l'État n'est pas en mesure, n'est-ce pas, d'octroyer les 90%, parce que l'État aussi doit penser aux moyens disponibles, aux ressources de l'État. J'ai entendu le ministère du Travail parler de 86 000 fonctionnaires. Je pense que c'est une charge énorme. Moi, je préfère que... Il y a moins de fonctionnaires en Guinée, M. Abba. La fonction publique n'a pas 200 000 fonctionnaires dans son registre. Non, mais si vous allez dans les départements, alors vous avez l'impression qu'il y a un tout petit peu de pléthore dans certains endroits. Et je pense que ce travail-là de réaffectation doit être fait pour que tous les fonctionnaires puissent travailler normalement et pour que leurs conditions de vie soient améliorées. Mais on entend encore qu'il y a un besoin de 67 000 fonctionnaires. Et ça veut dire que ce sont des charges, n'est-ce pas, supplémentaires qui viennent encore compliquer la tâche pour nos finances publiques. Notre ministère, n'est-ce pas, du budget ne fait pas énormément de ressources intérieures. On dépend en partie, n'est-ce pas, des recettes de l'étranger. Donc, je pense qu'il est vrai que le syndicat doit tout faire pour négocier, mais il faut aussi faire attention
à ne pas en plonger les finances publiques dans une situation déplorable. Alors, quel langage le gouvernement devrait-il avoir face à ces syndicalistes, Monsieur André? D'abord, il faut comprendre qu'il y a un contexte général à rappeler dans cette revendication des centrales syndicales autour de l'amélioration de leurs conditions de travail et aussi des primes liées au logement et au transport. Au début, il y avait 21 points inscrits à l'ordre de leurs revendications et le gouvernement déjà avait tenu un langage très dur, déclarant qu'il n'y a pas de moyens à mettre à la disposition des travailleurs. Alors, il y a là aujourd'hui un contexte politique à prendre en compte. Comme l'a dit tout à l'heure là, Monsieur Camara, il y a aujourd'hui un contexte politique à prendre en compte. Le gouvernement déjà n'a pas intérêt qu'il y ait la pluralité des foyers de tension ouverts ça et là. Il n'y a pas aussi intérêt à ce que le gouvernement multiplie, n'est-ce pas, à avoir des positions très radicales vis-à-vis des revendications sociales dans un contexte de crise liée à la transition. Et de l'autre côté aussi, c'est un peu le panier budgétaire. Aujourd'hui, vous avez vu récemment que le gouvernement était obligé à proposer, n'est-ce pas, une sorte de supervision de certains inspecteurs afin de pouvoir réajuster le budget de l'État et même parfois à faire recours aux banques pour pouvoir justement venir en aide à l'État. Ce qui signifie que sur le plan économique, le gouvernement guinéen aujourd'hui n'a pas à disposition des ressources financières en grand nombre pour pouvoir venir en aide aux travailleurs. Alors, sur les points de revendication déjà... oui, mais par rapport aux banques, cela n'a rien à voir avec les salaires. L'argument placé pour ces prêts au niveau des banques, c'était pour financer les infrastructures. On ne parle pas ici de prise en charge salariale. Il faut comprendre un peu la nature du salaire. Le salaire a une nature en termes de dépenses. Le salaire ne fait pas d'économie. Le salaire, ce n'est pas une recette. Le salaire, c'est une dépense mensuelle. Alors, lorsqu'on parle de dépenses mensuelles, c'est de tenir compte un peu le nombre de personnels déjà qui travaillent dans les différentes administrations, structures administratives. Et donc, si le gouvernement doit continuellement dépenser et de tenir compte également d'un certain nombre de revendications salariales, il faut essayer de créer une sorte d'équilibre entre la recette et la dépense. Donc sur les points déjà inscrits, il y avait au départ, avant la rupture des négociations, c'était à 25%. Et hier, le gouvernement a concédé 5%, ce qui fait 30%. Sur certaines revendications, notamment liées au logement, le gouvernement était plutôt à 20%. Et quand les négociations ont repris, 5 et 5 autres sont venus s'ajouter. Puisque dès au départ, c'était d'abord 100% contre 12%. 12, ils sont montés à 15, 15 à 20. Et aujourd'hui, on est pratiquement à 30. C'est un peu le fonctionnement normal des revendications entre les mouvements syndicaux et le gouvernement. Et sur les primes liées aussi au logement, nous savons aujourd'hui que lorsqu'on prend un peu la nature des logements des travailleurs guinéens, des fonctionnaires guinéens, ils sont très mal logés. Et donc, beaucoup aussi sont dans les locations. Et lorsque vous analysez aujourd'hui les frais de location de certains fonctionnaires de l'État par le fait que le gouvernement guinéen n'a pas de bâtiments administratifs à caractère lié aux logements sociaux, ça crée des problèmes également. Vous optez pour 100% d'augmentation, c'est ça? En fait, il faut comprendre qu'il faut créer les conditions de travail aux travailleurs afin de pouvoir les inciter plus à travailler. Vous êtes pour 100% d'augmentation? Bon, pas en tant que 100% d'augmentation, c'est de tenir compte un peu de la disponibilité budgétaire pour pouvoir proposer un salaire digne aux travailleurs. Donc si les moyens sont là aujourd'hui, le gouvernement doit pouvoir faire des efforts à lutter contre la corruption, à lutter contre le détournement de biens publics, à lutter contre la gabegie financière. Si ces paramètres-là sont respectés, il n'y a pas d'impossibilité à créer les conditions de travail aux travailleurs afin qu'ils puissent produire un service public de qualité. Voilà, vous êtes un peu évasif puisque vous avez expliqué ici la situation des travailleurs, la difficulté de l'État. Alors, qu'est-ce qui devrait être fait? En résumé, vous voulez, peut-être comme les travailleurs, 100% d'augmentation ou peut-être vous conseillez 50%? Concrètement. Je ne conseille ni 100% ni 50%. Je conseille plutôt, d'abord, au niveau des centrales syndicales, de tenir compte le paramètre économique du pays.
Et au gouvernement de tenir compte aussi de la situation des travailleurs. Mais vous coupez la poire en deux, monsieur André. Alors, dans de tels cas de figure, qu'est-ce qui pourrait être avantageux pour les uns et pour les autres pour que le pays sorte en tout cas de cette crise qui se dessine à l'horizon? Oui, mais la seule solution pour moi, il faut que les uns et les autres soient réalistes. Que ce soit les syndicats, ils savent quelle est la fourchette que l'État ne peut pas dépasser, parce que ce ne sont pas des gens qui vivent ex nihilo en dehors de rien, non. Le micro. Ouais, ce sont des gens qui vivent en Guinée, qui sont au fait de tout ce qui se passe au sein de l'État. C'est des fonctionnaires, ils savent quelle est la marge, jusqu'où la ligne Maginot que l'État ne peut pas dépasser en matière de dépenses aujourd'hui. Et l'État aussi sait exactement ce qu'il a à faire. Donc je pense qu'il ne faut pas simplement revendiquer pour revendiquer ou refuser pour refuser. Il faut être réaliste. Voilà, il faut être réaliste. De part et d'autre. Pardon? De part et d'autre. Oui, de part et d'autre. Voilà. À mon avis, je pense que c'est la seule chose. Mais être aussi de bonne foi. De bonne foi. Alors, monsieur Francis Pépé Abba, il y a eu peut-être un langage de force, si on peut accepter ainsi, à un niveau, le niveau gouvernemental. Les gens étaient un peu, peut-être, n'étaient pas d'accord le fait que le gouvernement ait utilisé, pourquoi pas, un langage de force en disant on n'a plus rien. Absolument. Je pense que quand on est syndicat et qu'on est en train de négocier et on voit en face des gens qui, n'est-ce pas, vous parlent pratiquement de façon arrogante, absolument, ben vous resserrez les rangs et puis vous allez beaucoup plus fort. Mais ce que je voudrais préciser, c'est qu'il y a des éléments, d'accord, dans le bulletin de salaire des fonctionnaires qui doivent absolument être appréciés. Il y a notamment les primes, n'est-ce pas, de transport. Et aujourd'hui, pour un travailleur qui veut aller au travail tous les jours et aller en ville et retourner chez lui, je pense que ça se chiffre à plusieurs centaines de mille. Il y a aussi les primes de logement. Absolument. Mon collègue a parlé tout à l'heure de l'absence en total, n'est-ce pas, de construction de logements sociaux. Il n'y en a presque pas. Les petits logements qu'on a créés, c'est à partir des millions. Il faut absolument, n'est-ce pas, que ces primes-là soient appréciées. Et donc, je pense que le syndicat a du pain sur la planche parce que c'est vrai qu'il faut, comme je l'ai dit tantôt, demander l'amélioration des conditions de vie, demander l'augmentation du salaire. Mais il faut faire attention aussi à ne pas complètement enfoncer l'État parce que tout se fait en fonction, n'est-ce pas, du budget de l'État. Tout se fait en fonction des recettes intérieures. Si nous engloutissons toutes les recettes intérieures dans le règlement des salaires des fonctionnaires, qu'est-ce que nous allons utiliser pour construire, pour améliorer, n'est-ce pas, pour construire les infrastructures sociales de base? Rien du tout. Je pense que le syndicat doit faire avec, n'est-ce pas, le budget. J'espère qu'ils ont le budget avec eux. Ils doivent fonder leur discussion sur ça de façon à ce qu'ils soient beaucoup plus réalistes. Voilà. Et nous avons en ligne Karamo Nabé, on me signale. Prions que cette fois-ci soit la bonne. Bonsoir Karamo Nabé, bienvenue. Bonsoir, M. Souma. Bonsoir à tous les auditeurs de FIMEF. Vous êtes du RPG Arc-en-Ciel côté Europe. Alors, le syndicat et le gouvernement guinéen continuent à négocier. Désormais, le gouvernement est allé un peu plus dans sa proposition qui passe à 30%. Le syndicat prend acte de cette proposition et va faire un compte-rendu à la base au cours d'une assemblée générale. Vous qui êtes de l'autre côté du monde, comment observez-vous cette scène, en tout cas, qui se passe dans notre pays? Oui, bon, effectivement, donc, nous avons suivi les négociations qui sont en cours entre le gouvernement et le syndicat. Et, il faudrait quand même dire que, bon, le fait qu'il y ait une avancée est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ce qui reste clair, comment dirais-je, le niveau qui est aujourd'hui de 30% reste, en tout cas dans le cadre du fonctionnaire guinéen, insuffisant. J'espère que les négociations vont se poursuivre et que ce gouvernement, en tout cas, doit savoir que si la Guinée est indépendante aujourd'hui, c'est grâce au syndicalisme, en tout cas, de Sékou Touré, des Barry Gawando et de tous les autres compagnons. Le syndicat doit être aujourd'hui, le syndicat doit avoir une place assez importante dans l'histoire de ce pays, contrairement, par exemple, à ce qui a été fait le 2 octobre. Et donc, nous pensons que ces négociations avancent. Nous espérons que le gouvernement fera un gros effort pour faire en sorte qu'ils atteignent au moins les 50%.
Mais au-delà du salaire même, ce sont les accessoires qui sont assez importants. En tout cas, moi, je conseille aux syndicats de faire en sorte aussi que le gouvernement facilite surtout des accès à des choses comme le transport, comme le logement. Vous savez, moi, j'ai été dans la fonction publique ici en France. Ce sont des choses, en fait, qui font la différence entre un fonctionnaire et quelqu'un qui travaille dans le privé. Généralement, les fonctionnaires ne sont pas très bien payés, mais ce sont les autres avantages qui accompagnent le salaire qui sont à peu près au même niveau que les salariés du privé. Donc aujourd'hui, le gouvernement doit faire un effort pour faire en sorte que les fonctionnaires puissent avoir un accès facile aux logements sociaux d'une part, mais aussi au crédit. C'est-à-dire que ce gouvernement doit faire en sorte, en tout cas, que les banques facilitent l'accès au crédit pour les fonctionnaires. Des gens ne peuvent pas se sacrifier toute leur vie pour le bonheur du pays et qu'à la fin, à leur retraite, que ces gens-là se retrouvent dans la rue, qu'ils ne puissent même pas payer leur loyer. Donc aujourd'hui, en tout cas, nous pensons que malgré ce gouvernement qui est connu être arrogant, ils vont quand même essayer de faire en sorte qu'ils s'entendent avec les syndicats pour faire en sorte qu'ils atteignent au moins les 50%. Mais comme je le disais, il faudrait que les accessoires aussi de salaire soient vraiment pris en compte et que les fonctionnaires et les syndicalistes pensent à ce côté aussi. L'arrogance est terminée, les négociations étaient bloquées et avec le dépôt du préavis de grève, le gouvernement est revenu à des meilleurs sentiments. Cette fois-ci, en créant un climat en tout cas plus apaisé pour continuer les négociations. Alors, Karamon Abbé, restez en repérage. On va vous rejoindre pour d'autres sujets tout à l'heure dans cette émission. Alors, un petit mot toujours, je vais tirer toujours la langue de monsieur André Camara, puisque la situation pratiquement s'est apaisée, plus d'arrogance, le temps est à la compréhension. Quel négociateur aujourd'hui devrait avoir le gouvernement pour pouvoir continuer à aller de l'avant? Quel négociateur? Oui, puisque les négociations avaient été bloquées, puisque les syndicats estimaient que le secrétaire général du ministère de la fonction publique qui était là, vraiment n'était pas quelqu'un qui était à la hauteur, ce qui a fait que le ministre Mori Kondé a repris le flambeau. Oui, mais il est d'ailleurs très connu que, en général, dans le domaine public, dans la fonction publique, en général dans le public, les gens n'ont pas forcément la culture de la négociation. C'est dans le secteur privé que les gens ont véritablement la culture de la négociation. Pour preuve d'ailleurs, c'est que la plupart des grands marchés que l'État obtient quand il y a des difficultés au niveau de la négociation, on se rend compte qu'on n'a pas de personnes formées à cet effet. Mais on me suis rendu compte, par exemple, dans l'affaire Châtement International, où la Guinée s'est fait flouer d'un bout à l'autre. Au niveau des négociations, on n'a pas de personnes. Par contre, vous trouvez des petites sociétés ou des sociétés privées où les gens sont rompus à l'art de la négociation. Ça, c'est déjà un truc de manière globale qu'il va falloir corriger dans notre pays. On n'a pas de véritable négociateur. La seconde des choses, je ne sais pas si c'est une déformation administrative qui fait, c'est qu'on a l'impression qu'il faut donner des injonctions. Il faut avoir un discours très péremptoire. Or, quand vous discutez avec un syndicaliste, ce n'est pas ce type de discours. Dans tous les cas, vous incitez la personne à avoir un discours avec la même intensité, le même ton. Ça radicalise la position. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on a cette culture-là. Et bon, tout ça, ça montre un peu les travers. On parle à l'impératif. De notre administration. On n'a pas cette culture de la négociation, de la convivialité, de la compréhension, de la réciprocité. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut recommander à l'État? L'État doit se rendre compte d'une chose, c'est qu'on est dans une situation où il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Voilà. On est en transition, mais il y a vraiment des gros problèmes. Hein. On est dans le spectre vraiment d'une forme de... Bon, bref. On marque la pause, on revient dans un court instant. Oui. Non, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas oublier. Ça va bien le cheval? Les enfants là vont me rendre fou. C'est bientôt les vacances et je ne sais même pas où avoir les cadeaux que j'ai promis. C'est tout? Mais comment ça c'est tout? C'est un casse-tête de trouver tout ça dans ce pays. En vrai, tu n'as pas de problème. Va à Mediaset Plus et tu me remercieras plus tard. Ah bon? Taxi, centre moteur, boutique Mediaset Plus. Boutique Mediaset Plus? Oui. Oh, grand, toi, tu connais les bonnes choses, hein? Ah bon? Oui. Super. Voisin, oui, voisin. Toi aussi ici? Effectivement. Je suis venu réparer mon téléphone qui est totalement abîmé. Apparemment,
Je suis le dernier à connaître les bonnes choses, quoi. Allah, vraiment, ouais. Vente, troc ou réparation, chez Mediaset Plus, nous vous garantissons un service complet. Mediaset Plus, le numéro 1 des appareils électroniques et accessoires en Guinée. Welo welo aduna tingi tingi hidon yidi salam lemune salam pom no kasahara ko salam mango ankadi salam funye non hey fi hodu hina salam jillado ene joni non ko hondu burani on he ko no min kala ko woni ji salam no wela la salam Julie gefi kala ko yidu donc Salam, souriez à la vie. Le vrai goût de la nature. Alors, vous êtes plutôt salam orange, salam pomme? Non, salam mangue peut-être. Et salam ananas? Pourquoi pas salam multifruits? Mais vous aussi, finalement, vous préférez quoi? Moi, j'aime tous les jus salam, j'adore. Salam, des jus de fruits naturels pour tous les goûts. Salam, souriez à la vie. Jirite girere la dia. Ora ile salam le munutale du mayenge. Salam pomdo. Ile fana. Salam mankorontado. Neke ni salam ke bibitadi do. Munde don tanya basanu otado. Ile koni mako na boto ba. Iye moko boto. Abe, juste salam bedu manye. Salam, giride ginyana ma dia sibe de la rene mena. Salam, souriez à la vie. Avec Milkana, vivez des moments de bonheur et de douceur avec vos enfants. Offrez-leur le meilleur, les délicieux desserts Milkana. Découvrez leur nouvelle recette extra crémeuse, source de protéines, avec de vrais fruits mixés et du bon lait de vache. Comme avant, ils vous accompagnent toute la journée, même hors du frigo. Milkana, la force du lait, la force de l'amour. À double tranchant, débat couperé. Les événements survenus à la maison centrale de Conakry la semaine dernière pourraient-ils changer la conduite du procès du 28 septembre qui se déroule au tribunal correctionnel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry? PV Wanted, le passage des témoins qui devrait commencer le lundi 13 novembre, tient-il toujours la route? Autant de questions qu'on va poser ici à nos invités. Alpha Barry est en ligne depuis les États-Unis. Bonsoir Alpha, bienvenue. Et il est parti malheureusement, Alpha Barry est du FNDC. Je vais revenir ici au studio, le temps pour nous de continuer à l'appeler pour poser cette question, cette fois-ci à monsieur Pepe Francis Abba. C'est avec regret que nous avons constaté ce qui est arrivé à la maison centrale, mais une question aujourd'hui sur beaucoup de lèvres, est-ce que cette attaque de la prison centrale de Conakry pourrait changer la conduite du procès du 28 septembre? Alors, il est vrai que le colonel Pivi est un élément essentiel dans le procès en cours, puisque il faisait partie quand même des autorités qui dirigeaient le pays à l'époque. Et il a été formellement inculpé. Cela dit, étant donné qu'il a déjà été entendu, étant donné que le procès a déjà commencé, et moi je ne vois pas en quoi son absence peut jouer sur le cours normal des choses. Et ce qu'il faut peut-être dire, c'est que pour moi, le colonel Claude Pivi n'a pas intérêt à rester longtemps caché. Puisque les autres, et notamment le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Antigboro et le colonel Goumou, ils ont contacté leurs avocats et ils se sont remis à la disposition des autorités. C'est des gens qui ont foi en la justice de Guinée, qui voulaient que lumière soit faite sur ces événements. Je pense que, j'espère que son avocat est de temps en temps en contact avec lui.
il faut qu'il le rassure et pour qu'il puisse revenir derrière les barreaux pour que les événements qui doivent être jugés, parce que c'est l'histoire de la Guinée, l'international nous regarde. Et je pense qu'il doit revenir en tout cas pour que justice soit faite. Alors, on m'apprend qu'Alpha est revenu. Alpha Barry, bonsoir. Alpha Barry est là. Bonsoir, monsieur Souma. Bienvenue, Alpha Fria Barry. Vous êtes du FNDC États-Unis. Dites-nous, comment vous observez les événements en Guinée concernant l'attaque de la maison centrale de Conakry? Oh, merci beaucoup, monsieur Souma, pour la question. Je dis bonsoir à l'ensemble des membres de votre équipe et bonsoir à mes co-débatteurs. Et notre perception de cette situation qui s'est annoncée depuis entre le 3 et le 4 novembre, ici au niveau des États-Unis, c'est que nous sommes estomaqués d'entendre à l'ère du CNRD et le régime qui est chargé quand même de gérer notre pays et qui a promis le redressement, qui a promis le changement des anciennes pratiques et dont le cerveau, c'est le militaire. Parce que quand on parle du CNRD et la définition qui nous a été donnée au niveau de la SAP, c'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Donc, entendre que la maison centrale, qui est au cœur de la ville de Kaloum et à quelques mètres du palais même Mohamed V, entendre qu'il y a eu attaque et exfiltration des détenus et des présumés accusés des événements du 28 septembre 2009 a été quelque chose de sidérant et nous sommes totalement estomaqués et inquiets. Oui, mais Alpha Barry, même aux États-Unis, il y a des évasions des prisons les plus sécurisées, n'est-ce pas? C'est pas la première fois dans l'histoire du monde. Non, on comprend cela, mais M. Souma, vous pouvez être quand même sur la même page que moi, et à partir du moment où nous avons appris cette révélation de Jeune Afrique, que le ministre de la Justice ou le ministère de la Justice, à sa tête, Charles Wright, était déjà informé de la préparation de cette opération. Donc, c'est leur attitude inerte face à cette situation qui a fait que nous avons été réveillés par les coups de fusil au niveau de la ville de Kaloum. Et beaucoup avaient pensé même que c'était un autre coup d'État qui s'annonçait. Donc, c'est l'inaction et le non-respect et la faiblesse de la capacité d'écoute du département de la justice qui nous a conduit à cette situation. Oui, mais sauf que la maison centrale, il n'y a pas que le ministère de la Justice de ce côté, il y a le ministère de la Défense à travers les militaires qui sont là, la sécurité à travers les gendarmes et pratiquement les policiers. Pourquoi faire porter le chapeau de cette situation seulement au ministère de la Justice? Non, nous considérons que l'institution la plus proche de la maison centrale... C'est le département de la justice qui gère quand même la maison centrale. Mais les forces mixtes qui sont là, en tout cas pour le contrôle, relèvent de l'armée, de la police, mais aussi de la gendarmerie, en dépit des gardes pénitentiaires. Oui, on comprend tout cela, mais M. Lincoln, sur 68 caméras à la maison centrale, et après... disons, cette pression autour de cette situation, nous avons appris à travers le ministre de la Justice que sur les 68 caméras, il y avait 8 caméras qui étaient en cours opérationnel. Disons, de réalisation opérationnelle. Donc, maintenant, qui est chargé de gérer ça? Ce n'est pas le ministère de la Défense, ce n'est pas le haut commandement de la gendarmerie, mais sur le ministère de la Justice. Donc, c'est toujours, moi j'insiste toujours là-dessus, le véritable problème de cette situation, c'est M. Charles Wright. Ce n'est pas les autres. Il faut situer les responsabilités, M. Souma. Alors, Alpha, restez en repérage. On va venir vers vous d'un moment à l'autre. Après, en tout cas, avoir aussi écouté quelques invités dans ce studio. Alors, je me tourne vers vous, monsieur Ali Suleiman Kamara. Vous avez vu déjà les images qui, en tout cas, désormais circulent sur les réseaux sociaux concernant cette attaque, une vidéo de quelques
quelques secondes. Est-ce que pratiquement il faut accuser Charles Louet seulement dans cette situation comme l'a fait M. Alpha Friabari? Vous permettrez que je déplore d'abord la situation qui se passe dans notre pays. Ça nous prouve à suffisance que nous ne sommes plus en sécurité. Et ça prouve à suffisance que ceux qui sont aujourd'hui en train de gérer le pays le font avec beaucoup d'amateurisme. Et l'inaction, la défaillance des services de sécurité. Et sans oublier que partout, dans toutes les prisons, à travers le monde, des évasions sont possibles. Il n'y a pas que la Guinée qui soit confrontée à cela. Il faut comprendre l'enjeu, les personnes qui aujourd'hui sont citées dans cette situation, malgré des confusions terminologiques entre exfiltration, évasion, enlèvement, et qu'il y a autour de cette situation. Ce qu'il faut déplorer d'abord, c'est l'amateurisme. On voit une vidéo qui circule sur la toile qui montre déjà comment les assauts ont été menés par les assaillants et comment ils ont réussi face à une police, à une gendarmerie, à une armée, à des gardes pénitentiaires et réussir à faire exfiltrer les accusés, non des moindres, de ce les présumés cerveaux de cette opération du massacre du 28 septembre. Donc il faut d'abord déplorer cela. Puis chercher à identifier les causes qui ont facilité leur opération. Premièrement, c'est d'abord les communications contre-productives du ministre Alphonse Charles Louet, parce qu'on a vu qu'il avait une campagne de mobilisation de l'opinion autour de ce procès. Il a aussi manqué par moments de professionnalisme dans ses rapprochements avec les accusés. Vous avez vu récemment qu'il a été même, il a accepté qu'un tournoi porte son nom et qui a eu lieu à l'enceinte même de cette maison très stratégique. Vous savez, la prison a un enjeu stratégique. C'est de se couper du reste du monde pour pouvoir justement purger sa peine pour laquelle on a été sauf que accusé. Ceux qui sont de ce côté ne sont pas tous condamnés. Non, en fait, ceux qui sont de ce côté, attention. Tout le monde n'est pas condamné. Il y a des détenus aujourd'hui qui sont dans cette prison. Et ceux qui sont accusés et qui se retrouvent là pour le moment pour des questions sécuritaires, ils sont également. Mais la nature de ce procès a basculé l'opinion d'un camp à un autre. Si vous avez vu ce tournoi lors de la finale, le ministre Alphonse Charles Louet était assis à quelques mètres près, auprès de M. Aboubacar Toumba Diakité. Pour ceux qui voient de loin cette manœuvre du ministre par le biais de sa chef de communication, ça veut dire que il y a des accusés VIP, notamment Aboubacar Sidiki Toumba Diakité. Un accusé n'est pas un condamné. Il n'est pas condamné, certes. Encore de plus, c'est des gens qui bénéficient de la présomption d'innocence. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est la conjoncture dans laquelle ce débat a eu lieu et déjà comment les alliances déjà se sont créées. On a vu que M. Blaise Goumou, M. Keboro, M. Pivi et Dadis avaient les mêmes stratégies de communication. Toumba la même ligne de défense. Et Toumba différemment. Donc on a vu que l'opinion se rattache beaucoup plus à Toumba en le disculpant comme s'il n'a rien à voir dans ce procès. Donc avant l'issue du procès déjà, nous savons le verdict. Ça, c'est un premier aspect. On va revenir au fait. On va revenir au fait. Erreur de stratégie. Oui, on va revenir au fait. C'est le manque de professionnalisme des services de sécurité qui ont engagé des assauts pour traquer M. Pivi et les autres. On va aussi parler du cas de Pivi pour le moment. C'est des sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour. Alors, M. Francis Pepiaba, on a vu quand même la réaction des autorités, sans parler en tout cas de la répression qui a suivi, puisqu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui victimes à travers Conakry. Il y a ces plaintes, il y a eu des cas de mort, et ainsi de suite. Selon vous, est-ce que le ministre de la Justice n'a pas essayé de faire peut-être ombrage au procureur de la République dans ce dossier, puisque la communication désormais est plus dans le cadre du ministère que chez le procureur de la République. Le procureur général, j'allais dire. Oui, tout à fait. En fait, en Guinée, on a l'expérience que le chef a toujours raison. Et Charles Louet, si vous regardez toutes ses communications, il essaie de se disculper. Il essaie de montrer qu'il n'a aucune responsabilité, même morale, dans ce qui s'est passé à la maison centrale. Et ailleurs, naturellement, certaines autorités auraient démissionné, tout simplement, parce que ce qui s'est passé est extrêmement grave. La morale. Ça concerne la sécurité 9 morts. nationale.
et beaucoup de morts. Je pense effectivement il y a eu une défaillance. C'est pourquoi que le CNRD et son gouvernement, ils doivent tout faire pour que tous ceux qui sont impliqués, en tout cas dans la gestion de la maison centrale, en tête le ministère de la Justice, celui de la sécurité, de la défense, que chacun puisse expliquer sur cet événement complètement malheureux. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est quoi? C'est que on peut regretter quand même la manière hâtive avec laquelle on prend des décrets pour licencier des gens, n'est-ce pas, de la garde, tous ceux qui sont liés à ça, sans attendre que des enquêtes... En dehors de toute procédure judiciaire. Exactement. Je pense qu'on aurait gagné en attendant que les enquêtes en finissent. Et on pourrait, n'est-ce pas, en prendre toutes les sanctions qu'il faut. Il y a aussi effectivement le fait que moi j'encourage le ministère de la Justice à mettre tout en œuvre, en tout cas à passer par tous les moyens pour que le colonel Pivi revienne derrière pour qu'il revienne. Sans vous interrompre. Absolument. Sans vous interrompre, déjà, ce qu'il a engagé déjà aujourd'hui comme stratégie de récupération de ce type Pivi est contre-productive. Il met sur sa tête 500 millions. On va en venir. Étant donné qu'il est aujourd'hui, c'est certain qu'il est hors du pays. On en viendra. Bon, on peut pas le confirmer. Allez-y. Alors, je pense qu'il y a eu défaillance, défaillance à tous les niveaux, et défaillance de tous ceux qui gèrent la maison centrale. C'est une situation quand même qui n'honore pas notre pays, parce que nous sommes regardés par la sous-région. On voit que les célèbres accusés, même s'ils demeurent non coupables, ils demeurent complètement innocents. Mais qu'on voit un commando venir attaquer dans les lieux les plus sécurisés du pays, exfiltrer ces gens-là. Heureusement d'ailleurs qu'ils sont attachés, n'est-ce pas, à ce que la justice soit faite et qu'ils se soient rendus. Sinon, eux tous seraient encore... Parce qu'ils avaient quitté complètement Kaloum, ils ont quitté... Ils étaient à Doubreka d'une façon générale. Et c'est une situation malheureuse, et il faut aussi regretter les dommages collatéraux que les pauvres populations sont en train de subir. L'expérience que nous avons, nous, Guinéens, c'est que à chaque fois que l'armée est impliquée, n'est-ce pas, dans des enquêtes, dans des perquisitions, dans des arrestations, très souvent, les descentes de l'armée se transforment en des descentes punitives, en des expéditions punitives. Je pense qu'il faut le regretter. Il faut en faire un appel pour que l'armée soit un peu éloignée de cette enquête et qu'on fasse confiance au ministère de la Justice qui est beaucoup plus outillé. Qui est d'abord en soi impliqué. Exactement, pour que ça soit en ce ministère-là qui s'occupe, n'est-ce pas, de la recherche du colonel Pivi, en tout cas dans le strict respect de nos textes de loi. Voilà. Kalamon Abbé, rebonsoir. Bonsoir, M. Souma. L'attaque de la maison centrale de Conakry désormais occupe en tout cas toutes les occupations en Guinée. De l'autre côté, comment avez-vous réagi d'abord aux premières images de cette attaque qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux? Oui, bon, vous savez bien comme cette évasion, en tout cas, ressemble à une sorte de comédie au vu des images et des explications données par le ministre Charles Wright. Comédie comment? Nous, ça nous laisse en tout cas... bon, par rapport aux images qui ont été diffusées, quand on voit déjà que l'image n'est pas diffusée dans la totalité, quand on voit que dans les images, l'écriture, par exemple, moi j'ai prêté attention un peu à la date, comment cela apparaît, ça ce n'est pas une caractéristique principale en tout cas des caméras. Et quand Charles Wright vous explique que les agents pénitentiaires ne se seraient pas du tout opposés et que les gens sont rentrés aussi facilement, alors que le chef d'état-major des armées nous avait brandi un communiqué le jour parlant d'une résistance assez forte des forces de défense. Vous voyez, donc il y a tellement de contradictions, mais tout cela en fait démontre que ce pays-là n'est pas du tout en sécurité. Comment pouvez-vous imaginer un instant que dans une commune où se trouvent les fameuses forces spéciales, qu'un commando s'infiltre dans cette commune et que ce commando reste stationné devant le plus grand centre de rétention du pays pendant 2 heures, et que ce commando-là entre aussi facilement que ça pour faire extraire 4 prisonniers célèbres
qui sont censés être les prisonniers les plus surveillés aujourd'hui en Guinée, que ce commando-là fasse exfiltrer ces prisonniers-là et que ce commando-là traverse tout Conakry. Et parce qu'il paraît que les dadistes et les Téboro seraient partis jusque dans les banlieues, ou qu'aujourd'hui, Claude Pivi, en tout cas qui est un militaire aguerri, que ce dernier reste introuvable aujourd'hui dans ce pays. Donc vraiment, on se pose beaucoup de questions. On a le sentiment que la Guinée se fait ridiculiser sur tous les plans, en tout cas pendant cette transition. Nous, on a été quand même, on a été très surpris de voir, comment dirais-je, ces images circuler. On a des amis qui nous ont appelés ici pour nous dire un peu en fait comment ce pays-là vraiment est géré aujourd'hui. Ça nous laisse vraiment un sentiment de frustration. Et moi j'ai peur surtout pour les avocats. Vous imaginez les avocats des gens aujourd'hui qui sont en train de témoigner, des gens par exemple comme Maître Paul Yomba, qui sont des avocats de Toumba Diakité ou d'autres partis civils qui ont témoigné. Comment ces gens-là, en tout cas, peuvent se sentir aujourd'hui. Vous imaginez que la garde pénitentiaire qui est gardée par les forces spéciales a pu être aussi facilement être attaquée. Comment alors les avocats peuvent se sentir en termes de sécurité? Donc aujourd'hui, pour nous, cela démontre que ce pays-là, en fait, est vraiment géré d'une façon anodine et qu'aujourd'hui, en tout cas, la seule sécurité qui existe, c'est celle qui existe autour du chef de l'État. Voilà, c'est seulement le palais Mohamed V qui est sécurisé. Aucun autre endroit de la Guinée n'est sécurisé aujourd'hui. Cela se voit de toute façon à travers les attaques des bandits un peu partout en République de Guinée et même à Conakry. Et donc aujourd'hui, nous, ça nous laisse vraiment un sentiment négatif de gestion de cette transition pour dire que si vraiment un bilan positif devait être tiré au niveau du CNRD, ça aurait dû être la sécurité, mais puisqu'ils sont les forces de défense et de sécurité. Et voilà, ils ont montré toute leur faiblesse même dans ce domaine aujourd'hui. Donc, nous prions en tout cas pour la sécurité de tous les Guinéens et surtout des avocats et des victimes pour ce procès du 28 septembre, pour que ce procès-là se tienne et que ce procès-là aille jusqu'au bout pour la manifestation de la vérité. Même si l'heure n'est pas au bilan, Monsieur André Camara, vous avez suivi la suite de ces événements. Beaucoup de communication, le chef d'état-major qui communique, le ministre de la Justice qui vient parler de la fermeture des frontières, le ministre de l'administration du territoire qui dit que les frontières ne sont pas fermées, et beaucoup de communication non harmonisée. Et de telles crises, en principe, comment la gérer? Et au finish, on a vu des décrets de radiation de ces militaires sans, en tout cas, attendre la fin de la démarche judiciaire, puisque ce sont des militaires, il y a un tribunal militaire, mais au pif, on voit les militaires radier déjà des décisions administratives qui tombent. C'est-à-dire à leur place, comment une telle crise devrait être gérée? Il souffle. L'une des particularités de cette transition, c'est qu'on souffle souvent. Approchez un peu le micro, monsieur André. On souffle souvent le chaud et le froid. Ouais. On dit que là, la justice est la boussole. Or, dans le fond, les actes qu'on pose, dans bon nombre de cas, ne tiennent pas compte de la procédure. Ça, je n'arrive pas à comprendre ça. Je n'arrive pas à le comprendre. Bon, mais au-delà de ça, c'est que nous parlons de l'armée. Parce que nous parlons d'éléments de l'armée qui ont attaqué la maison centrale. Mais c'est une question beaucoup plus grave, à mon avis, que ce qu'on laisse voir. Ramener tout ça au ministre de la Justice, à M. Charles Wright, je pense que c'est chercher un bouc émissaire. C'est réducteur. Oui, c'est réducteur et on cherche simplement un bouc émissaire. M. Wright, je ne le connais pas, hein, mais je ne crois pas qu'il puisse porter sur ses frêles épaules tous ces problèmes-là. Ce qui s'est passé démontre un dysfonctionnement à plusieurs niveaux. Ce n'est pas simplement au niveau de la maison centrale, au niveau de tout ça, c'est clair. Bon, la seconde des choses, quand on sait ce que c'est que l'armée guinéenne, quel est le mode de fonctionnement de l'armée guinéenne, comment il s'est construit et comment il évolue, il y a de quoi avoir peur. L'armée guinéenne fonctionne sur le mode d'une armée spartiate qui a des valeurs de référence qui sont liées à cela. Et il est clair que quelqu'un comme Pivi s'est fait des égiles, ou en tout cas a du monde derrière lui. On le respecte par rapport à son parcours, à ce qu'il est. Quelqu'un comme ça en liberté pose d'énormes problèmes. Je préfère m'arrêter là. Tout à l'heure, on va en parler. Voilà. C'est le dernier point d'ailleurs. Donc, à mon avis, il est difficile
de ramener tout ça sur la tête du ministre de la Justice. C'est vrai que beaucoup peut-être ne l'aiment pas, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est vrai qu'il parle beaucoup, ça aussi c'est vrai, mais je ne crois pas qu'il soit aussi nul qu'on veuille le faire croire. Hein. Il est déterminé à faire des choses. Mais le contexte fait qu'il ne peut pas forcément atteindre tous les résultats qu'il vise. C'est ça le problème. La pause et on revient. Oui, oui, oui. Non, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas oublier. Ça va bien le cheval? Les enfants là vont me rendre fou. C'est bientôt les vacances et je ne sais même pas où avoir les cadeaux que j'ai promis. C'est tout? Mais comment ça c'est tout? C'est un casse-tête de trouver tout ça dans ce pays. En vrai, tu n'as pas de problème. Va à Mediaset Plus et tu me remercieras plus tard. Ah bon? Taxi, centre moteur, boutique Mediaset Plus. Boutique Mediaset Plus? Oui. Oh, grand, toi, tu connais les bonnes choses, hein? Ah bon? Oui. Super. Voisin, oui, voisin. Toi aussi ici? Effectivement. Je suis venu réparer mon téléphone qui est totalement abîmé. Et apparemment, je suis le dernier. Persévérer. Remettre l'ouvrage sur le métier N fois. Oui. L'article 1er de notre charte des valeurs. Non, ne t'inquiète pas. Les grandes œuvres, les grands accomplissements dans l'histoire ayant toujours été le fruit de la persévérance. Et je ne sais même pas où avoir les cadeaux que j'ai promis. FIM FM, l'insubmersible. Comment ça c'est tout? FIM FM, au fil de la transition, à double tranchant. Débat couperé de la transition. La tête du colonel Pivi, désormais mise à prix, ici parvient, excusez-moi, 500 millions de francs guinéens pour ce qui aiderait à retrouver Monsieur Claude Pivi, alias Coplan. Le 13 novembre, lundi prochain, au niveau du tribunal de Conakry, des témoins dans le massacre de septembre devraient commencer leur passage. Mais puisque M. Pivi est en cavale, est-ce que selon vous, ce rendez-vous pourra être respecté? C'est la plus grande question qu'on pose d'abord M. Camara. D'abord, il faut observer un report momentané de ce procès pour d'abord renforcer la sécurité des avocats, des témoins et ceux qui ont déjà témoigné à visage découvert. Et aussi, il faut renforcer déjà la sécurité des autres accusés dans le box des accusés, parce que même Toumba Diakité n'est plus en sécurité, vu que lui qui est déjà vu comme un saint pourrait devenir plus tard la cible de ceux qui sont en cavale. Et ensuite, il faut changer le mode opératoire lié au tract de M. Coplan, Pivi, parce que n'oubliez pas que c'est un chef de guerre, c'est un chef militaire. Il a opéré dans les champs de bataille au niveau du Libéria, de la Sierra Leone. Donc, il connaît bien les opérations de combat. Qui sont les forces spéciales en réalité? Les forces spéciales sont des jeunes gens dont l'âge varie entre 25 à 35 ans, 30 ans, qui n'ont pas une expérience très approfondie bon, dans on peut pas rentrer dans ce détail. En fait, ça, c'est des secrets purement militaires. Okay, leur formation, on n'en sait pas assez. Non, en fait, on parle de la formation de Pivi qui serait déjà dans l'armée régulière, qui a connu déjà des opérations de combat et puis se retrouve à ce stade de la vie. Il y a aussi certaines... Est-ce que Pivi constituerait désormais une menace pour le procès? C'est une menace ambulante parce que si Pivi ne reçoit pas de très bons conseils de la part de ses avocats, n'oubliez pas qu'il y a tout un groupe de jeunes déjà bien formés et bien armés qui ont mené cette opération et qui sont aujourd'hui à la charge de M. Pivi. Et si on dit, entre guillemets, son fils Verny Pivi qui aurait mené cette opération, déjà est allé avec un contingent militaire et qui sont très bien formés. Et donc, il faudrait que le gouvernement essaye d'abord, de dramatiser la situation, de engager des opérations productives. Déjà, imaginez-vous, monsieur Lincoln, au bout d'une semaine, même pas moins de 112 heures, on met déjà un montant de 500 millions pour celui qui retrouverait Pivi, une première dans l'histoire de la Guinée. Non, c'est pas la première fois. Non, en fait, non. Quand Toumba était parti, je crois que sa tête aussi a été mise à prix. Attention, le délai déjà entre Toumba et Pivi, il y a une différence. Pour Pivi, c'est 112 heures. Et d'abord,
Imaginez-vous quelqu'un qui connaît bien les frontières, parce que je vous dis que c'est un chef militaire. Il sait comment, déjà vous avez vu l'opération Maison Centrale jusqu'à se retrouver dans un coin après 72 ans, on ne sait pas là où il est. Donc PV aujourd'hui constitue une menace très importante qu'il fallait prendre en considération. Et puis après ça, comme je l'ai dit, il faut que le gouvernement fasse preuve de professionnalisme en harmonisant leur communication. D'un côté, le ministre de la Défense qui tient un communiqué en disant que les assaillants et les forces de sécurité ont mené une bataille très acharnée. L'autre côté, le ministre est ministre de la... Je suis vraiment désolé pour contredire mon grand frère Camara, mais le ministre de la Justice déjà, dès son arrivée au pays, il déclare sur les antennes des médias publics privés pour dire que quand il n'est pas au pays, ça pagaille, et quand il revient, ça pagaille. Et ensuite, il déclare également tout le mode operandi des assaillants à la télévision, avant même qu'on visualise les vidéos. Pour moi, il faut garder certains secrets d'État jusqu'à ce qu'on trouve les moyens de pouvoir justifier ce qui s'est passé. Le dernier élément sur lequel je vais insister, rapidement, le temps presse, permettez, oui. c'est d'abord essayer de mener une enquête indépendante pour justifier ou pour déterminer les niveaux de charge de chacun et de l'autre. Si le ministre de la Justice est mêlé, parce qu'il a dit qu'il a envoyé 40 caméras de surveillance au niveau de la maison centrale 60. Et 60. 68, cela n'est plus d'actualité, ça ne fonctionne donc, pas. Si déjà il est impliqué à un niveau près que ça soit, il faut que le président de la République, M. Mamadou Doumbouya, prenne sa responsabilité de limoger M. Salvorat s'il n'est pas à la hauteur de nos attentes. Alors, M. Camara, PV Wanted. Très rapidement, moi, ce que je pense, c'est que M. Charles Roy est membre d'un gouvernement. On est dans un contexte bien précis. Quand il y a un dysfonctionnement dans l'ensemble du système, c'est l'ensemble du système. On ne peut pas indiquer que M. Charles Roy pour dire que ça ne va pas. C'est lui qui fait la trompette. Permettez-moi. Non, acceptez. Permettez-moi. Ce n'est pas possible qu'on le dise. On est dans une approche systémique. Oui. Quand quelque chose ne va, un seul élément ne va pas, c'est tout l'ensemble. Mais c'est que si l'ensemble est solide, il peut pallier aux faiblesses d'une seule pièce. Donc je ne suis pas du tout de cet avis-là. Celui qui a pris le décret, c'est Charles Wright aussi? Non. De radiation. Non. Donc il ne faut pas. Je dis que Charles Wright, dans cette situation, a tellement fait, il a tellement parlé qu'il s'est fait des ennemis. Donc la première des choses, on le tape dessus. Ouais. Mais ça, on ne peut pas, c'est trop réducteur, comme vous le dites là. Oui, M. Camara, est pratiquement PV en fuite. Est-ce que vous voyez ces témoins désormais défiler à la barre du tribunal à partir du 13? Mais je pense que vous aussi, vous êtes réducteur. Pourquoi? Parce que moi, je pense que l'affaire PV va au-delà de toute cette histoire-là. C'est un chef, comme il l'a dit, je ne dis pas un chef militaire, mais c'est un chef de guerre. Dans un contexte comme ça, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Il n'y a pas que les détenus, ou en tout cas les avocats et autres qui doivent se faire du souci. Voilà. Alors, sa tête mise à prix, oui. Ça peut payer selon vous? Des avocats sont en train de contester aujourd'hui la démarche parce que pour eux, ce rôle ne revenait pas au ministre. Oui. Il fallait laisser quand même le soin au procureur qui a déclenché l'action judiciaire d'aller en tout cas au bout de cette démarche. Vous partagez l'avis des avocats de M. PV? Oui, là, de ce point de vue, oui. Je partage cet avis-là parce qu'il ne revient pas justement au ministre de la Justice de faire c'est pratiquement une question de procédure. Il ne rentre pas dans cette procédure-là. Ça, c'est effectivement quelque chose qui est dévolu. Un manquement de plus. Alors, M. Francis Pépé Abba, aux premières heures, l'avocat de M. Claude PV a dit à qui veut l'entendre que son client avait pris langue avec lui, il voulait se rendre. Mais est-ce que cette opération déclenchée pourrait peut-être amener désormais PV à se rétracter ou bien à se rendre, selon vous? Comment vous appréciez cette démarche du ministre de la Justice? Alors, je voudrais d'abord dire que le colonel Claude PV n'a pas intérêt à rester caché. Ça ne va pas dans son intérêt. Son intérêt, c'est de rester derrière les barreaux et pour que justice soit faite, puisqu'il se considère complètement innocent. Et c'est pourquoi son avocat, effectivement, quand il a dit, et PV dit qu'il a été enlevé et qu'il est prêt à se rendre, mais qu'il a peur, n'est-ce pas, pour sa sécurité, son intégrité physique. Et à partir du moment où, effectivement, sa tête est mise à prix,
Et naturellement, il va se poser beaucoup de questions parce que vous avez vu les expéditions punitives de certains éléments, des fois des forces de sécurité à son domicile, à Mafanko, partout. Donc la question de sa sécurité personnelle se pose. C'est pourquoi je me dis, même si je l'encourage à se rendre, ça va être très compliqué parce qu'il sait que désormais sa tête est mise à prix et naturellement les gens quand ils le voient, ça va être un véritable champ de guerre. C'est la première chose. Alors la deuxième chose, si effectivement je suis d'accord pour que la sécurité des avocats, la sécurité des gens de la partie civile, des témoins, de tout le monde, et même de la maison centrale. Si je suis d'accord pour que toute cette sécurité soit renforcée, mais je ne vois pas en quoi le colonel Claude Pivy va aller s'attaquer à des témoins, aller s'attaquer à des avocats. Pour vous, il ne représente plus une menace. Absolument. Moi, lui personnellement, je ne pense pas. Puisque son commando, le commando qui est venu l'extirper de la maison centrale, il était dehors. Il voyait les gens sillonner à la barre. Ils n'ont pas fait de mal à personne. Je pense que l'objectif, c'était de venir exfiltrer les gens. Ils ont réussi à le faire. Bon, maintenant là, et moi, ce que je voudrais, c'est que Pivy trouve, c'est que le ministère de la Justice, naturellement, c'est la façon dont il est en train de faire, ça peut compliquer en tout cas à ce que Pivy revienne à de meilleurs sentiments pour qu'il se rende comme ses causes accusées l'ont fait. Alors, Alpha Barry, voyez-vous des citoyens guinéens collaborer pour dénoncer Coplan, le Grand Co? Monsieur Souma, j'ai dit personnellement, je ne le vois pas et ma raison, elle est simple. Et pourtant, il y a 500 millions de francs guinéens dans un pays de pauvres. Mais monsieur Souma, vous savez, il ne faudrait pas qu'on tente de nous induire dans la diversion et que nous aussi, nous plébiscitons cela. Qu'est-ce qui rassure aujourd'hui, monsieur Souma, que si moi, Alpha Fria, j'ai toutes les informations pour retrouver le colonel Pivy. Si je donne ces informations au CNRD, j'aurai les 500 millions. Il n'y a aucune garantie. Le CNRD ne rassure pas. Donc, il n'y a pas de garantie. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que les citoyens ne peuvent pas quand même s'apprêter à ce jeu. Ce qui reste clair, c'est qu'ils ont tous les moyens de l'État, s'ils sont incapables de le retrouver. Et ça, ce n'est pas notre faute. Voilà. Merci Alpha Fria. Alors, M. Camara, un juriste, un avocat de ce procès disait aujourd'hui qu'il faut continuer le procès puisque l'arrêté, ça sera peut-être donner raison à ceux qui se sont attaqués à la maison centrale. Est-ce que c'est votre avis? Ça dépend de quel côté on se situe. Ça dépend de quel côté on se situe. Qu'est-ce qui devrait être fait selon vous? Si vous devriez conseiller. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Ce qui est certain, c'est qu'il faut une évaluation réelle pour faire un diagnostic réel et tirer des conclusions. Il ne faut pas aller de manière hâtive. La précipitation n'a jamais été une vertu de la gestion, surtout en temps de crise. Donc il faut réfléchir, savoir exactement. Mais tout, c'est l'information, la qualité de l'information, la fiabilité de l'information. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et en fonction de ça, on pourra décider ou de décaler un peu, ou de continuer le procès de manière... De toute façon, aujourd'hui, tout le monde utilise Pivy comme épouvante dans cette situation-là, pour aller dans un sens ou pour aller dans l'autre. C'est clair. Voilà. Monsieur Ali Suleiman Camara, ce procès devrait-il continuer ou on met un stop pour les réglages sécuritaires? Voilà, il faut faire un arrêt momentané et il faut soigner la communication institutionnelle et adopter une stratégie de communication de crise de part et d'autre, jusque-là pour d'abord rassurer les populations qui n'ont rien à craindre, mais tout le temps en menant les opérations pour traquer celui qui est aujourd'hui en cavale, pour le ramener devant les barreaux, le juger, le condamner s'il est coupable et le libérer s'il est innocent. Alors le procès, faut-il continuer ou un arrêt? Qu'est-ce que tout cela pourrait signifier aux yeux des populations et du monde entier surtout? Alors, le procureur de la République de Kaloum a lancé, je pense, des enquêtes par rapport à ce qui s'est passé à la maison centrale.
Et je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense qu'il faut peut-être attendre les premières conclusions et relancer, n'est-ce pas, le procès. En tout cas, je crois que PIVI, même si c'est un maillon essentiel de ce projet, qu'il soit présent ou pas, à partir du moment où il a été entendu, à partir du moment où ses avocats sont là, et je pense que le procès pourra sereinement continuer et justice sera faite sur les événements malheureux du 28 septembre. Alors, la maison centrale toujours revient puisque la plupart de ces gardes pénitentiaires qui se trouvaient sur le lieu sont retrouvés en prison. C'est le cas également pour ces gendarmes, ces policiers, et les militaires épargnés, mais avec la dénonciation de médias, les militaires sont retournés aussi en prison. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui privilégier, en tout cas, la bonne démarche judiciaire, puisqu'il n'y a que des innocents, présumés innocents pour le moment, mais j'ai comme l'impression que la justice est mise de côté et on est en train de régler les comptes. La justice est mise de côté. Oui, parce qu'on il n'y a pas encore de procès, les gens ne sont pas déclarés coupables, on radie, on emprisonne. En tout cas, la situation sur le terrain semble un peu confuse. Mais c'est ce que je disais dès le départ, effectivement, ce n'est pas qu'une question de justice. C'est dire qu'on est assez fébrile aujourd'hui dans cette situation. Je pense que c'est l'ensemble de la transition en réalité qu'il faut remettre sur les rails. Parce que n'importe quel petit événement vient ébranler l'ensemble du système. C'est quand même grave. Comment ramener la sérénité? Voilà. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, je pense aussi qu'il faut qu'on réfléchisse que l'armée elle-même aujourd'hui soit beaucoup plus aimée des populations. Parce qu'il y a eu tellement de choses fausses ou vraies qui ont été dites sur cette année qui fait qu'il y a une véritable distance entre l'armée et les populations. Et je pense qu'il ne faut pas avoir la langue de bois dans ces choses-là. On est là pour dire la vérité. Je pense que là, ça doit être une des préoccupations profondes du CMRD de soigner l'image de l'armée. Parce qu'on en a besoin de cette armée. Il y a des gens bons, hein, les petites brebis galeuses qu'il y a par-ci par-là qui font des trucs. Mais il faut soigner l'image de l'armée. En tout cas, ces événements ont encore créé plus de fossés entre l'armée et les populations, avec tout ce qu'on a vu en termes d'image, des civils tués, des maisons parfois criblées de balles, des objets volés dans ces opérations. Comment faire arrêter une telle machine honteuse, M. Pépé Francis Abba? Alors, je voudrais d'abord m'associer à vous en disant qu'effectivement, l'expérience accumulée que nous avons des agissements de quelques éléments des forces de défense et de sécurité à travers le pays ne nous permet pas, en tout cas, de nous rassurer par rapport à l'armée guinéenne. Donc, il y a un gros travail à faire, il y a un défi à relever à l'intérieur, en termes de formation, en termes même de politique, de recrutement et d'orientation professionnelle. Et aujourd'hui, je pense que le professeur Afakonde, si vous vous souvenez, il avait investi énormément dans la formation de l'armée. Et malheureusement, nous nous rendons compte que ça ne suffit pas. Ces réformes n'ont pas donné grand-chose. Exactement. Maintenant, c'est le président de la transition, Mamadi Doumbouya, lui-même étant militaire, je pense qu'il doit tout mettre en œuvre pour qu'il profite de cette transition pour apporter, n'est-ce pas, de vraies solutions par rapport à cette refonte des forces de défense et de sécurité. Et puisque, quels que soient les financements qu'on met, on a l'impression qu'on jette de l'argent à l'eau. Voilà. Le président devrait-il tenir un discours pour rassurer en 30 secondes? Évidemment, le président de la République, déjà, toute la communication qui était autour de cette actualité, disait qu'il y avait un plan préparé pour le renverser. Et ça, c'est un aspect. Le second aspect, déjà, c'est la mort des... Non, est-ce que le président devrait prononcer un discours pour rassurer? Il y a des éléments qui sont décidés dans ses rangs, les forces spéciales. Il devait prendre un discours d'abord... rassurer les gens et dire que ce qui s'est passé déjà va être maîtrisé dans un bref délai. Qu'est-ce que vous conseillez au président? Qu'on ne veut pas continuer à vivre de discours. Oui. Non, il y a des choses à faire, il y a des actes à poser, à mon avis. Mais discours, il y a eu combien de discours? Alpha Condé en a fait combien? Tout le temps il en faisait, mais ça n'a pas permis qu'il chute. Hein. D'accord. Voilà. Le président devrait-il rassurer à travers un discours après ces événements? En tout cas, même pas le ça président. Manqué, je pense que toute la communication communication institutionnelle doit être extrêmement responsable, extrêmement peaufinée pour que la population soit rassurée, pour
que Kaloum soit rassuré, puisque si des gens peuvent venir notamment attaquer la maison centrale qui est quand même sécurisée, c'est que partout où on dort, on peut malheureusement subir de telles atrocités aussi. C'est vrai, parce que c'est le spectre du climat d'insécurité aujourd'hui qui est grandissant. Qui est assez important aujourd'hui. Voilà. Bon, mais ce qui, en contrepartie, il y a un autre risque, c'est que c'est l'aspect sécuritaire, tous azimuts là, qui risque aussi de brider beaucoup plus les libertés. C'est ça le véritable problème. Il faut trouver le juste milieu entre les deux. Pour rassurer. Alors, merci à tous les 5, Karamo Nabé, RPG Arc-en-Ciel Europe, Alpha Fria Barry du FNDC États-Unis, monsieur André Camara, juriste, Pépé Francis Abba, président de l'UGDD, et monsieur Ali Suleiman Camara. Merci au pôle technique. Prochain rendez-vous le dimanche pour un autre numéro de votre émission Au fil de la transition.